Pierre, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, on va parler d'une question essentielle pour les marchés d'actions, celle de la valorisation. Parce que on nous dit que les marchés sont élevés, et quand on regarde les critères d'évaluation, c'est en effet le cas. Et pourtant, on sent bien que y a une envie de faire monter ces marchés encore plus loin. Est-ce que c'est bien raisonnable? Et surtout, est-ce que la valorisation en tant que telle, aujourd'hui, a encore du sens? Alors, il ne faut pas vouloir lui faire dire en fait des choses qu'elle ne peut pas dire. La valorisation, c'est un constat. Donc, on va prendre les choses dans l'ordre. La valorisation, elle nous dit quoi? Oui, les marchés sont chers. Donc, il y a parfois un débat en disant oui, mais non, c'est pas si cher. Non, la réalité, c'est que les marchés sont chers. Aux États-Unis, on est à combien aujourd'hui? On est légèrement en dessous de 18 sur les PER, en gros sur le nombre d'années de bénéfices que les investisseurs seraient prêts à acheter en fait les actions américaines composant le S&P 500 sur les résultats 2020. Donc on paye 18 fois les bénéfices 2020. Voilà, 18 fois les bénéfices attendus en 2020, en sachant que les bénéfices attendus en 2020 sont de manière évidente aujourd'hui, au regard de la tendance, surestimés de 5 à 10%. C'est-à-dire qu'en réalité, même le ratio de valorisation PER est encore plus élevé que 18%, devrait tourner autour de 19 à 20%. Donc on est évidemment sur des niveaux qui sont élevés, qui nous permettent de qualifier les marchés de chers. Alors, on dit que c'est cher, mais il faut ramener ça aussi à des moyennes historiques. On est à combien normalement sur un marché qui est correctement valorisé? S&P 500, on est entre 15 et 16. Voilà, on est un peu moins en fait sur les marchés européens. Mais ça, c'est le premier point. Je vais en citer deux autres. Il y a aussi en fait ce qu'on appelle le PER selon Shiller. Alors là, c'est une autre mesure du nombre d'années de bénéfices que les investisseurs sont prêts à payer les entreprises, les actions. Alors là, on est sur des niveaux qui sont encore bien plus élevés et qui sont de l'ordre de ce qu'on a connu en 1929. Alors pas du niveau de 99-2000, mais voilà, on est sur des niveaux qui sont là encore plus élevés. Mais alors, on ne va pas rentrer dans ce débat. Des niveaux d'excès, normalement. Exactement, mais on ne va pas rentrer dans ce débat parce que certains nous diront, oui, mais le PE selon Shiller, ce n'est pas le vrai PE, le monde a changé, etc. C'est le deuxième point, mais bon, il faut quand même le noter. Donc, le même message issu de cet indicateur-là. Il y en a un troisième qui est encore peut-être plus connecté à l'économie réelle, qui est le nombre d'années de chiffre d'affaires que les investisseurs sont prêts à acheter les entreprises. Et là encore, on est sur des niveaux qui sont bien plus impressionnants que le PER. C'est-à-dire qu'on a explosé en fait les niveaux qu'on avait atteints en 99-2000 et encore plus en 2007-2008. Et là, on est vraiment connecté à l'économie réelle. On parle de chiffre d'affaires, on parle de débouchés. Donc vraiment, le nombre d'années de chiffre d'affaires est beaucoup plus élevé. Donc le constat est là, les niveaux de valorisation sont élevés, donc les marchés sont chers. Pour autant, ce n'est qu'un constat. Vous voulez dire que ce n'est pas forcément dangereux? Non, ce n'est pas que ce n'est pas dangereux. Ça traduit un état de fait. Les marchés sont chers, mais ça ne nous indique en rien le moment à partir duquel une correction serait susceptible d'intervenir. Ça nous dit une seule chose. Lorsque la correction interviendra, elle sera plus forte que si les niveaux de valorisation avaient été moins élevés qu'aujourd'hui. En gros, on est sur des niveaux de valorisation qui sont similaires à ce qu'on a connu en 99-2000 ou en 2007-2008. À savoir que ça avait débouché sur des corrections qui étaient des corrections de grande ampleur. Donc, ok, je résume. On ne sait pas si la correction surviendra demain ou après-demain ou encore après-après-demain, peu importe. Par contre, on sait qu'elle sera violente. Elle sera brutale et elle sera de grande ampleur. Mais ce qui nous intéresse, c'est aussi de savoir quand cette correction pourra se déclencher. Alors, est-ce qu'on a, sans être capable de situer une date précisément... Je ne suis pas venu avec ma boule de cristal, désolé. Non, on va quand même essayer. On est capable de définir, de déterminer un catalyseur? Alors, deux dimensions. Donc, à court terme, on peut dire qu'il y a quand même des éléments qui poussent les marchés vers le haut en dépit du fait qu'ils soient chers. Je ne reviens pas en fait sur les semaines récentes, mais tout est là pour que les marchés montent, à savoir une politique internationale en termes de commerce, conflit sino-américain qui... En gros, de pas en avant, mais en tout cas qui s'apaise à court terme, des politiques monétaires qui, bon, c'était déjà le cas au Japon, c'était déjà le cas en Europe, qui s'est remis à acheter à nouveau des actifs obligataires, mais c'est aussi maintenant désormais le cas de la Réserve fédérale américaine, donc voilà, ce qui est d'ailleurs une surprise selon nous, c'est-à-dire qu'on a été surpris par cette précipitation en fait, de la Banque centrale à réintervenir déjà sur le marché, en dépit d'une économie qui pourtant se tient bien. Voilà, donc on a tout un tas de facteurs qui, à court terme, en fait, conjoncturellement, poussent encore les actifs financiers plus haut. Donc vont encore renforcer en fait la notion de cherté. Maintenant, la notion de catalyseur, je crois que les dernières semaines et les derniers mois nous montrent qu'il est de moins en moins probable que le catalyseur d'une forte correction soit d'origine politique, qu'elle soit budgétaire ou monétaire. Et la raison pour laquelle on évoque cette problématique-là, elle est toute simple, c'est que je ne crois pas aujourd'hui qu'aucun politique ou politique monétaire ait le courage en réalité d'assumer
la précipitation d'une fin de cycle pour les économies de pays riches. Et donc l'ajustement majuscule que ça nécessiterait. Et exactement. Et voilà, je ne crois pas que ces gens-là, en fait, aient envie qu'on les montre du doigt, demain ou après-demain, comme ceux qui ont été le catalyseur de cette correction, qui, pour certains actifs, pourraient être salvatrices. Donc, salvatrice, mais douloureuse. Et douloureux. C'est la traduction en fait d'une reconnexion entre l'économie réelle et la valorisation des actifs. Simplement, le sujet n'étant pas de dire que les actions sont trop chères, c'est de dire que certains actifs valent ce prix-là, d'autres pas. Et donc, c'est l'absence de valorisation du risque dans le marché qui pose problème, pas le fait que les actifs soient chers dans l'absolu. Donc, premier point, ça ne devrait pas venir ni de la macro, ni de la politique. Qu'est-ce qui reste pour qu'il y ait une reconnexion en fait, des actifs avec l'économie réelle? Eh bien, tout simplement, il reste l'économie réelle qui se traduit par les entreprises. Et donc, l'origine en fait de ce catalyseur devrait en fait intervenir dans le monde de la microéconomie. C'est les entreprises qui nous diront stop et qui feront prendre conscience aux investisseurs qu'ils ont valorisé des bonnes choses qui le valaient, mais aussi des mauvaises choses comme les bonnes choses, et là pour le coup qui ne le valaient pas du tout. Mais est-ce qu'on n'est pas au début de ce phénomène? C'est probable. Puisqu'on a eu l'exemple de WeWork. Oui. Alors, il faut resituer un peu ce qui s'est passé avec WeWork. Oui. Alors, WeWork, c'est quoi? C'est des augmentations de... Alors, c'est l'histoire classique, en fait, de ces dernières années, avec une licorne, voilà, une entreprise, en fait, qui vend du rêve, finalement, qui est dans les bureaux collaboratifs. Vous savez, c'est ces immeubles dans lesquels, en fait, vous pouvez louer des bureaux d'un point de vue individuel qui font que, etc. Bon, bref, on ne revient pas sur le fond du dossier. Le fond du dossier, il est très simple d'un point de vue financier. C'est des augmentations de capital successives, avant même qu'on gagne de l'argent, voilà. Donc, pour financer la croissance. Pour financer la croissance, là en l'occurrence l'acquisition d'immeubles, pour aller de plus en plus vite en fait dans cette capacité, en gros, à concrétiser un business model qui repose sur une promesse de création de richesse incroyable et souvent d'ailleurs de le monde va changer grâce à ma capacité en fait à le transformer. Bon, peu importe. Début d'année, on est sur des niveaux de valorisation en termes de tour de table, c'est du private equity qui tourne autour de 47 à 48 milliards de dollars, donc sur cette valeur-là. Ce qui est plutôt bien servi au regard de sa réelle création de richesse, mais ne rentrons pas dans ce débat. 47-48 milliards de dollars en début d'année. WeWork voulait s'introduire en bourse, donc c'est une partie de son capital sur les marchés financiers. Or, les investisseurs en charge de réaliser cette introduction leur ont dit, en gros, si on le fait, c'est entre 10 et 20 milliards de dollars que ça vaut. Donc vous comprenez bien que celui qui, au mois de janvier, est rentré sur des niveaux de valorisation à 47-48 milliards, lorsqu'on vous dit en réalité ça vaut 10 à 20 milliards, et bien voilà. Et donc, en gros, le placard s'ouvre, le cadavre tombe, et de manière classique, les gens se rendent compte que la promesse qui a été faite ne sera pas réalisée. Alors, d'un point de vue microéconomique, ça s'appelle un accident. Donc j'ouvre le placard, le cadavre tombe, c'est un accident. Si c'est une fois, ça reste un accident, ça ne change rien. Si c'est 2 fois, si c'est 3 fois, à la limite, dans un espace de temps rapproché, ça reste des accidents. Voilà, comme quoi ça arrive. On s'est trompé de cheval. Et malheureusement, c'est la vie. En fait, mais c'est la multiplication de ces incidents qui serait le catalyseur, alors le vrai catalyseur, c'est l'accélération de la fréquence de ces accidents microéconomiques. 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça va. 10 fois en un mois, c'est une prise de conscience. Prise de conscience pour les investisseurs que nous avons très bien valorisé des dossiers qui le valaient, d'autres qui ne le valaient pas. Et en l'occurrence, qu'est-ce que les investisseurs vont vouloir faire? Se dégager de tous ces actifs risqués sur lesquels ils se sont précipités pour continuer à générer du rendement dans un monde sans rendement avec des taux d'intérêt qui sont nuls ou négatifs. Et malheureusement, c'est toujours la même chose. Vu que tout le monde y est allé, un peu forcé par les banques centrales, puisqu'il n'y a pas grand-chose à faire d'autre qu'acheter des actions, il faut chercher le rendement. Acheter des obligations à yield, voilà, donc etc. Il y a un moment où on achète du rendement, puis après on achète du rêve. Et on achète du rêve. Et en fait, on est un peu dans cette situation-là. Et alors, c'est intéressant quand vous évoquez le rêve, parce qu'il y a quand même des fortes similitudes entre la période actuelle et celle des prémices des années 2000-2003, un grand marché baissier, qui pourtant n'était pas concomitant d'une grave récession mondiale. Absolument. D'ailleurs, c'est intéressant. Je pense que ce qui devrait arriver sur les actifs financiers, c'est plutôt une crise à la 2000-2003, à un moment donné, qu'une crise à la 2007-2009, qui était vraiment directement liée à une récession mondiale. Là, c'est une correction qui sera liée simplement à une reconnexion entre les niveaux de valorisation d'acteurs qui ont forgé leur succès sur une promesse et qui ne démontreront pas leur capacité à transformer cette promesse en réalité. Et on se rapproche du moment où il va falloir véritablement évaluer la capacité de ces boîtes à transformer cette promesse en réalité. Et là, ce n'est pas gagné. Et malheureusement, la manière dont ça se produit dans ces cas-là, c'est tout simple. Imaginez, tout le monde est dans la même pièce, il y a une porte, pas très grande d'ailleurs. Vous avez 3 accidents, ça va. 10 accidents, tout le monde. Le premier va se dire, oh là là, ça commence à sentir le chaud. Je vais avoir envie tout le monde veut sortir en même temps. De passer la patate chaude. Tout le monde veut sortir en même temps. Et là, mieux vaut être le premier. Et donc, vous avez un espèce d'effet d'entraînement. Et alors là, malheureusement, ça touche tout. Ça touche tous les actifs risqués.
ponctuellement, hein, ça ne va pas durer en fait. Oui, c'est un phénomène momentané, transitoire. De flux au sein en fait, des actifs financiers où vous allez avoir des corrections sur les actifs risqués. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir moins d'argent à investir, mais en tout cas, les gens ne seront pas prêts à continuer à prendre du risque. Donc, il faut se dégager des actifs risqués, bons comme mauvais d'ailleurs, le temps de savoir repérer les bons des mauvais, et après pour revenir probablement plus tard. Mais c'est vrai que le niveau de valorisation nous dit que le jour où ça arrivera dans les grandes largeurs, parce qu'à ces niveaux de valorisation-là, en gros, ça vous donne en fait, le niveau d'altitude à partir duquel en fait, vous allez tomber. Il est effectivement plus élevé que dans la règle normale. Et ça pourrait arriver nonobstant la prodigalité des banques centrales. Oui, parce que ce que j'évoquais là, ce n'est pas une problématique d'assèchement de la liquidité pour les actifs financiers. C'est une problématique de revalorisation du risque au sein même de la cote. Et donc c'est vraiment une question de flux. C'est-à-dire que cet argent-là ne va pas disparaître. Cet argent-là, il va probablement se rapatrier vers des actifs qui seront des actifs qui permettent de privilégier, dont les objectifs premiers seront non gagner, mais ne pas perdre. Parce que n'oublions pas quand même que l'épisode 2000-2003, tout comme 2007-2009, sur les actions cotées, CAC 40 ou S&P 500, Europe ou États-Unis, a coûté 55% de baisse. Et vous êtes un épargnant, lorsque vous commencez à sentir le chaud, là, le sujet n'est pas de gagner 2% par an. Le sujet, et d'ailleurs c'est pour ça que les taux négatifs ne sont pas un problème, c'est de ne pas perdre 50%. Et dans ces cas-là, vous verrez, les gens sont tout à fait prêts à en perdre 0,3 ou 0,5. C'est-à-dire qu'attention, l'obligataire souverain, même lorsqu'il ne rapporte rien, peut être une priorité pour les épargnants, parce qu'il peut aussi répondre à la notion de préservation du capital, qui par moment est la priorité. Alors après, on peut vous rétorquer que la volatilité n'est pas le vrai risque, en fait. Et que les gens s'effraient de la volatilité, mais que justement, si c'est une correction momentanée, après, on revient à meilleure fortune et à des valorisations qui sont plus justifiées d'abord, et donc les bons reviennent. On pourra rencontrer, si vous voulez, des gens qui sont rentrés en mars 2000 sur les marchés pour vous dire ce qu'ils pensent de cette belle théorie. Quand on dit momentanément, ça veut dire que ce n'est pas définitif. Mais 2000-2003, c'est 3 ans tout de même. Oui, oui. Et tout le monde n'est pas prêt à supporter la volatilité. Oui, voilà. Et donc attention, la volatilité, parfois il y a aussi confusion. Volatilité veut dire qu'en fait, ça secoue. Là, en l'occurrence, ça corrige. Juste un point qui nous dit que c'est probable que c'est comme ça que ça se passera. Regardez, même à l'intérieur des actions cotées, la saison de publication aux États-Unis s'est bien passée, sauf qu'elle cache des bonnes surprises, mais aussi des mauvaises surprises. Et tous les profit warnings qui ont été réalisés ont débouché sur des corrections qui ont été des corrections majeures. Ce n'est pas 2% de baisse dans ces cas-là. En gros, à ce niveau de valorisation-là, les marchés ne peuvent pas supporter de déception. C'est ce qu'il faut avoir en tête. Donc la question fondamentale, c'est le pourcentage de déception. Pour le moment, c'est trop tôt. La saison de publication qui se termine aujourd'hui est finalement, bon an, mal an, du même acabit que les précédents. Donc, voilà, il n'y a pas de précipitation à avoir. Toutefois, il faut avoir conscience qu'on est sur des niveaux de risque qui, à moyen ou long terme, finiront par se révéler. Mais sur la question de la volatilité, je pense que ça sera l'occasion d'un débat peut-être avec Charles Gave, parce qu'il a eu une vision très personnelle de la chose et de l'attitude à avoir vis-à-vis de ça. Alors, par rapport au risque, je pense que ça sera un sujet assez intéressant. Une partie de plaisir. Absolument. Un point intéressant tout de même, c'est une information là, que j'ai vu passer dans une note d'analyste. Vous connaissez le niveau de cash dans les fonds de Warren Buffett aujourd'hui? Non. C'est 123 milliards de dollars. Donc, M. Buffett est prudent. C'est peut-être une indication à avoir en tête. En tout cas, on a bien compris, là, le fait que les marchés soient chers n'est pas annonciateur d'une correction forcément à court terme. Et il y a un certain nombre d'éléments qui... Je dirais même au contraire, on est plutôt en fait, aujourd'hui, si les marchés doivent monter, c'est maintenant, parce qu'il y a quand même un certain nombre de facteurs positifs à court terme qui l'emportent un peu sur les facteurs négatifs de moyen terme. Oui, et on peut les rappeler, donc l'apaisement des tensions entre les États-Unis et la Chine. Ça se calme aussi un petit peu du côté du Brexit. Oui, les risques politiques en Europe, l'Italie, les banques centrales, et surtout les banques centrales qui plus sont des là. facteurs techniques qu'on n'a pas mentionnés, mais les habillages de portefeuille de fin d'année, avec un certain nombre de gérants qui ont été sous-investis en actions et qui vont devoir présenter tout de même des bilans, enfin des portefeuilles mieux habillés. Donc, c'est possible. Alors certains vont peut-être aussi vouloir prendre leurs bénéfices d'ici la fin d'année parce que les marchés ont quand même été très haussiers. Donc bon, ça se balancera peut-être. Peut-être, mais quand le marché monte, on vous reproche de ne pas y être souvent. Et donc ça vous amène à faire ça. Mais voilà, il faut garder en tête que si correction il doit y avoir, elle sera forcément violente puisque la valorisation
est élevé. Et parmi le catalyseur que vous identifiez, ça sera l'économie réelle et donc la prise en compte, en fait, le nombre d'accidents d'un point de vue microéconomique qui se multiplie et s'accélère. Bon. Donc, et suivre avec beaucoup d'attention les saisons de publication de résultats du côté, mais aussi regarder avec beaucoup d'attention le monde du private equity. Il ne serait pas étonnant que l'épicentre du phénomène qu'on évoquait jusque-là se trouve dans cette classe d'actifs. Pierre, merci. Merci Vincent.